Loin du conte de fées que l'on pourrait s'imaginer, l'enfance est une période mouvementée, durant laquelle beaucoup de choses se passent. Les enfants et les adolescents ne vivent pas dans un monde enchanté déconnecté des tracas de la vie. Ils sont très sensibles à ce qui les entoure et ont souvent une compréhension bien plus fine que celle que l'on croit. D'où l'importance de parler de tout avec les plus jeunes, souvent assoiffés de découvertes. On sait que la grande majorité des troubles psychiques se déclarent avant l'âge de 25 ans. Cette période de la vie est donc capitale pour le repérage et la prise en charge précoce de la santé mentale. Aussi, les personnes migrantes et leurs enfants se retrouvent souvent dans une situation difficile dans un pays qui souvent n'est pas en mesure de leur offrir des soins adaptés. Pour évoquer ces sujets, je reçois aujourd'hui le professeur Marie-Rose Moreau, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, professeur des universités, chef de service de la Maison de Solène et entre autres directrice de la revue L'Autre, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Elle publie cette année 50 questions sur les bébés, les enfants et les adolescents, comment devenir des parents ordinaires, et quand ça va pas, leur famille expliquée aux enfants et aux parents. Aujourd'hui, nous parlerons donc de l'enfance, de l'adolescence, de la situation de la pédopsychiatrie, et des recherches et actions pour promouvoir la santé mentale des personnes en situation difficile, comme les personnes migrantes. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Michael. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Donc aujourd'hui, on va parler de ta spécialité qui est donc la santé mentale des enfants et des adolescents. Et pour commencer, j'ai une question que beaucoup de personnes se posent. C'est finalement, on a souvent l'impression que l'enfance est une période un peu enchantée durant laquelle il n'y a pas forcément de problèmes qui peuvent se poser sur le plan psychique. Que les plus jeunes ne connaissent pas ce genre de troubles, contrairement aux personnes un peu plus âgées, les adultes et les seniors. Mais au final, qu'en est-il vraiment ? Alors malheureusement, on aimerait bien que, comme dans les contes de fées, les enfants soient toujours heureux et n'aient pas de souffrance psychique, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité. On peut avoir une souffrance psychologique, on peut avoir des douleurs psychologiques à partir du moment où on est en fait. J'ai commencé par être psychiatre de bébé, c'était ma première spécialité, avec mon maître Serge Lebovici. Et voilà, j'ai rencontré des bébés qui avaient une anorexie primaire, qui ne voulaient pas vivre en fait, qui étaient déprimés, qui avaient mal partout, qui pleuraient, Donc, non, ça existe. Donc, il y a la psychiatrie du bébé maintenant qui s'est beaucoup développée. Et puis, les interactions précoces parents-enfants, mère-enfant. Donc, ça commence à cet âge. Il y a la psychiatrie de l'enfant. Donc, on peut avoir... Alors, tout n'est pas psychiatrie, ça peut être des souffrances. C'est, disons, quelque chose qui est dans le développement qui peut arriver. Par exemple, un deuil, un événement traumatique, on va souffrir. C'est pas de la psychiatrie, mais c'est de la douleur psychique. Mais après, on peut aussi être déprimé enfant, on peut avoir des traductions somatiques de choses compliquées, on peut avoir des deuils, mais des deuils pathologiques, on peut avoir de l'angoisse, surtout beaucoup de somatisation, comme on a pu voir au temps du Covid. Et donc, psychiatrie de l'enfant, on peut aussi ne pas réussir à apprendre, on peut avoir tellement peur de l'école qu'on ne parle pas à l'école, c'est le mutisme sélectif. Et puis, on peut aussi avoir des troubles du développement très vite, quasiment. Donc, en tous les cas, à partir des premiers mois de la vie. Donc, les enfants. Et après, les adolescents, qui sont ceux dans cette tranche d'âge qui, épidémiologiquement, ont le plus de souffrance et le plus de difficultés psychiques. Mais les adolescents, avec, par exemple, les tentatives de suicide et toutes les dépressions de l'adolescence, même si aujourd'hui, on discute beaucoup les concepts, mais en tous les cas, des souffrances au moment de la construction identitaire
identitaire au moment de cette phase de transition, et surtout les tentatives de suicide ou équivalent suicidaire, eh bien malheureusement, ça, c'est 8% d'une classe d'âge qui présente une souffrance psychique. Donc ça fait beaucoup. C'est quelque chose d'important, mais il y a aussi les phobies scolaires, les troubles du comportement alimentaire, les troubles anxieux, les troubles névrotiques, les psychoses qui vont apparaître à ce moment-là. En fait, il faut savoir que 50% des pathologies psychiatriques apparaissent avant 18 ans et que 75% des pathologies psychiatriques apparaissent avant 24 ans. 75%. Sachant qu'aujourd'hui, l'adolescence, Michael, vous savez que ça va jusqu'à 25 ans. À peu près. Il y a même un papier, mais je ne l'ai pas encore lu, qui aurait tendance à montrer, c'est toujours les Anglais qui font, c'est avec l'IRM fonctionnel, et qui essayent de montrer qu'au fond, la maturation du cerveau avec tous ces circuits-là, c'est au moins jusqu'à 25 ans. Et il semblerait même un peu plus, mais disons 25 ans, en tout cas avant 25 ans, la maturation est, on va dire, neurologique et psychique, affective, n'est pas acquise. Donc voilà, mais à 24-25 ans, 75% des pathologies sont apparues. Certaines ont été guéries, la plupart on peut les guérir. Et puis il y en a d'autres qui vont devenir des pathologies chroniques de l'adulte et qui vont nous faire souffrir toute la vie. Mais vous voyez, bien s'occuper d'un bébé, d'un enfant et d'un adolescent, c'est s'occuper de lui, et ça compte parce que c'est important que nos enfants soient bien et soient heureux, mais c'est aussi prévenir les pathologies de l'âge adulte. Donc c'est essentiel. Donc tu as évoqué à juste titre l'impact qu'a pu avoir la pandémie sur le plan psychique, notamment pour les enfants. On a vu pas mal d'articles sortir qui traitaient d'une augmentation des syndromes dépressifs, des idéations suicidaires chez les enfants, chez les adolescents. Est-ce que c'est une réalité finalement, ou est-ce que c'est une exagération journalistique ? Alors, ce qui est une réalité, c'est l'impact au moment de la crise. Je vais le redécrire rapidement, mais effectivement différentiel en fonction des âges. Et l'impact en post-crise. Moi, je crois qu'on a... ça, on l'a sous-estimé. C'est-à-dire qu'on fait comme si c'est une crise aiguë qui touche comme ça une sorte de parenthèse, un peu tragique, mais parenthèse, et puis qu'après, on va reprendre, à partir du mois de septembre, tout le monde va reprendre la rentrée, tout le monde va aller bien. On sait bien que sur le plan psychique, c'est pas comme ça. Les événements traumatiques collectifs de surcroît, ils ont des effets, après, même qui se traduisent individuellement. Donc, sur un long cours, parce que c'est le fonctionnement psychique, et en plus, pour les enfants, c'est toujours aujourd'hui, et puis ce que ça devient, puisque c'est des êtres en développement. Alors, qu'est-ce qu'on a pu décrire ? Alors, c'est difficile, hein, faut quand même être sérieux et sincère. On a des enquêtes, on a très peu de grandes études qui peuvent démontrer l'augmentation très importante, mais on a des enquêtes, puis on a des expériences de terrain. Parce qu'il y a aussi des choses subjectives, mais ça n'empêche que c'est grave. Enfin, c'est grave et important. Puis il faut aussi imaginer que les parents qui ont dû devenir les instituteurs, tout faire dans la maison pour s'occuper à la fois des enfants, du travail, des grands-parents et des deuils, etc. C'était difficile aussi pour eux. Donc, parfois, ils étaient épuisés aussi. Ils n'étaient pas toujours en mesure, finalement, de tranquilliser les enfants. Comme les enfants, ce sont des vraies éponges, ils perçoivent tout ce que perçoivent leurs parents et tout ce que vit la société. Eh bien, c'est les enfants qui vont exprimer des choses qui appartiennent à tous. Mais en gros, les études, elles ont montré une augmentation des violences intrafamiliales sur les femmes donc et sur les enfants. Ça c'est une vraie donnée brute et importante. Et vous voyez que rien que ça, le fait que les familles se referment sur elles-mêmes et que quand elles allaient mal, les conflits n'étaient pas réglés. Pas par personne d'autre, on ne pouvait pas changer de configuration, on ne pouvait pas demander de l'aide, parfois on ne pouvait même pas aller à l'hôpital ou en tout cas dans de mauvaises conditions, etc. On ne pouvait pas non plus hospitaliser nos enfants s'ils en avaient besoin. Ce qui fait que le premier point, c'est l'augmentation des violences intrafamiliales et ses conséquences sur les enfants, ce qui n'est pas rien, hein. Y compris les violences sexuelles, hein. Ça a malheureusement augmenté aussi, et ça aussi, ça a un impact terrible. Ensuite,
Ça a été démontré. Ce qui a été aussi démontré, c'est à partir de la fin du premier épisode, l'augmentation des crises, des situations de crise qui arrivent à l'hôpital. Ça, on l'a démontré dans nos enquêtes. Donc des crises de toutes sortes, des adolescents qui pètent les plombs, des enfants qui ont tellement peur qu'ils ne peuvent pas vivre leur vie normalement, des bébés qui crient tout le temps, voilà, c'est des mamans déprimées qui n'arrivent pas à bien s'occuper des bébés. Tout ça, c'est un fait, même si on n'a pas toujours des études, mais on a une grande difficulté à un afflux massif. Et la pédopsychiatrie n'a pas pu prendre en charge toutes ces situations et elles sont allées beaucoup en pédiatrie. Et les pédiatres se sont beaucoup plaints du fait qu'ils n'étaient pas adaptés pour ces situations de crise pédopsie, avec des automutilations, des tentatives de suicide, des choses très graves. L'autre élément, c'est l'augmentation très importante des demandes de consultation. Nous, on a une file active de 3500 à peu près nouveaux ados par an. C'est beaucoup déjà, mais là, on est plutôt à 4000, quoi. Hein, donc, il y a bien une augmentation et on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que si on pouvait aller plus loin, on en aurait plus, mais on ne peut pas. Donc, ça, c'est des faits. Alors après, comment ça s'est traduit, on va dire, sémiologiquement pour les enfants eux-mêmes? Alors, en fonction des âges, les petits et les tout petits, bon, les bébés, c'est toutes les pathologies psychosomatiques et les adaptations du rythme, et puis les dépressions des bébés, les dépressions maternelles. Pour les enfants d'âge scolaire, heureusement, l'école a bien tenu, peut-être pas encore assez, mais mieux, en tout cas mieux que dans d'autres pays. Et donc, je pense que ça a quand même beaucoup protégé les enfants. C'est sans doute eux qui ont eu le moins de pathologies, les enfants d'âge scolaire. Beaucoup moins que les adolescents, mais même que les bébés. Les adolescents, collège, lycée, quoi. Et donc, mais eux, les pathologies qu'ils ont présentées, essentiellement des pathologies anxieuses. C'est-à-dire que cette stratégie de dire aux enfants, il faut mettre le masque, il ne faut pas sortir, voilà, on ne voit pas les camarades, on ne va pas à l'école parce que la maîtresse elle est malade ou parce que l'école elle est fermée. Et puis il faut rentrer, le couvre-feu, etc. Puis on ne peut pas aller voir papy-mamie parce qu'on risque de leur donner le Covid. Et donc, vous voyez, on joue sur la question de l'anxiété pour faire en sorte que les enfants se protègent. Mais il y a des fois, ça marche trop bien. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui se retrouvent en situation ils ont peur de tout. Moi, j'avais une petite fille que j'avais vue en consultation pendant cette époque. Elle regardait mon horloge et elle avait l'impression que l'horloge, elle tournait vite et elle pleurait. Elle faisait une petite fille un peu tyrannique comme ça. Je veux rentrer parce qu'elle est persuadée que le couvre-feu allait arriver puis qu'elle serait à la maison, à la maison, qu'elle serait pas à la maison, qu'elle serait dans mon bureau et que c'était pas possible. Donc, il y a une sorte de... C'est comme si c'était des enfants qui inversaient la proposition qui leur était faite, ou qui la comprenaient trop bien. L'extérieur est effrayant, tu restes à la maison, mais alors là, je sors pas de la maison, sous aucun prétexte. Alors, ils poussaient des cris quand le papa sortait sur le balcon pour fumer, parce que, le Covid va te tomber dessus, mais c'est vraiment des traductions anxieuses. Y compris corporelles, c'est-à-dire des enfants qui arrivent aux urgences, mal au ventre, mal au dos, c'est la 3e fois qu'ils arrivent, puis les douleurs, elles migrent. Bon, c'est des traductions somatiques. Donc ça, c'est clair que pour les enfants, c'est des traductions somatiques. Mais encore une fois, je les trouvais assez protégés. Même pendant certaines périodes, ils adoraient être avec leurs parents, quand ça se passait bien, qu'il n'y avait pas de conflit, pas de violence, tout ça. Ils étaient contents d'être là avec leurs parents. Et plus souvent, plus longtemps. Et donc, voilà, des traductions somatiques, mais rien de catastrophique, je dirais. Alors que chez les adolescents, alors là, ils ont payé le prix fort, les jeunes gens, parce que l'adolescence, c'est par définition un moment où on va vers l'extérieur. Et là, tout d'un coup, c'est comme si le Covid, avec tous les éléments du Covid, là, les obligeait à rentrer à la maison sous le regard et le contrôle des parents. Donc, c'était vraiment, vraiment très, très embêtant pour eux. Ils ont eu des traductions anxieuses
Et puis, ça a dégénéré. On a vu apparaître des traductions somatiques et somatiques, dépressives, et une augmentation des tentatives de suicide. C'est-à-dire la perte de l'élan vital, au fond, l'impossibilité pour eux de voir le lendemain. Le lendemain, mais de quoi vous me parlez, quoi? J'ai pas envie, j'ai plus envie de faire d'efforts, j'ai pas envie de devenir adulte, enfin on va dire toutes ces situations comme ça sur l'avenir. Et donc je crois qu'au fond c'est ça qui a été le plus entamé, c'est la représentation de l'avenir des adolescents. Et donc, oui, c'était difficile. Difficile pour eux. Et je pense que c'est eux qui ont exprimé le plus de souffrance pour les 3 âges de la vie, quoi. Alors, toutes ces souffrances, on entend qu'elles peuvent émerger un peu à tous ces âges de manière totalement différente. Ça peut être des manifestations anxieuses, des manifestations somatiques. Il y a une question peut-être que se posent beaucoup de parents, c'est au final, si mon enfant va mal, comment est-ce que je fais pour le remarquer? Comment est-ce que je perçois les signes du mal-être? Alors, c'est une question qu'on se pose tout le temps, hein. Que les parents nous posent aussi. J'allais dire que c'est facile et difficile à la fois. C'est facile au sens de, si on les interroge, ils le disent, hein. Mais c'est plus facile de le dire à un professionnel qu'à des parents. Si on a le sentiment qu'un enfant va mal, qu'il est, par exemple, qu'il a vraiment peur de tout, lui, il fait vite les liens, hein. La petite dont je parlais, qui voyait l'horloge, elle savait bien que l'horloge, elle tournait pas plus vite. Mais elle disait, je suis tellement paniquée, au fond, j'accélère moi-même le temps. Mais elle savait très bien que c'était sa représentation. Donc, ils le disent, mais encore faut-il déjà soi-même le repérer. Par exemple, devant un enfant qui a mal au ventre, il peut avoir mal au ventre parce qu'il a l'appendicite. Donc, il faut aussi, c'est la répétition, mais c'est aussi la manière dont ça se présente. Puis c'est l'investissement, c'est-à-dire comment l'enfant va en parler. Mais si, disons, qu'on fait cette hypothèse et qu'on le dit de manière gentille et bienveillante, hein, parce que si on lui dit oh là là, tu serais pas stressé, il manquerait plus que ça maintenant, ou je sais pas, des choses comme ça qui font des hiérarchies, comme si, si tu as mal au ventre parce que tu as l'appendicite, très bien, mais si tu as mal au ventre, pourtant c'est le mal de ventre parce que tu es stressé, ça serait quelque chose d'une fragilité. Et les enfants sont très sensibles à ça. Les enfants aussi ne veulent pas inquiéter leurs parents, donc ils ont parfois ils ont du mal à dire. Donc, en tous les cas, s'asseoir tranquillement, parler avec eux et leur dire de manière bienveillante, peut-être il y a quelque chose qui t'inquiète et c'est ça qui te fait mal. Mais bien sûr, dans le moindre doute, on fait d'abord un examen, hein. La question somatique est très importante, bien sûr. Donc, ça, c'est pour ce type de traduction, mais il y a d'autres choses qui doivent inquiéter les parents, c'est des changements brusques d'attitude. C'est-à-dire, alors, sauf que le Covid a changé nos habitudes et donc c'était parfois un petit peu difficile. Mais sinon, par exemple, un adolescent qui, d'habitude, sort avec ses amis, sort avec ses amis, va au foot, au rugby, etc. Et puis que tout d'un coup, il commence à désinvestir progressivement, mais de manière claire, ses activités, ses relations, ses amours et tout ça. Un changement, là, il faut chercher une cassure. Surtout à l'adolescence, il faut chercher une cassure psychologique. Et on la trouve souvent, bien sûr. Ce désinvestissement, ce changement brutal ou en tous les cas progressif, mais sur un temps pas très long. Donc, ça, c'est un point important. Alors, pareil pour les adolescents, bien sûr, on va en parler avec eux. Mais par contre, pour les adolescents, il faut trouver le moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Vous voyez, un adolescent qu'on oblige à venir à table alors qu'il n'a pas envie, qu'il est en train d'écouter la musique, le casque sur la tête, écouter de la musique, et puis on l'oblige quasiment à venir à table. Il veut pas, il vient, puis le premier mot qu'on lui dit, on lui dit mais tu es toujours comme ça, et puis là il se lève, il claque la porte, etc. C'est pas à ce moment-là qu'on lui dit tu serais pas déprimé ou tu serais pas en colère même. Bien sûr, il faut le dire dans un moment de calme, dans un moment où on peut se parler.
On peut même susciter des moments, c'est-à-dire si on voit, par exemple, l'exemple récemment, je voyais une maman qui élevait toute seule un garçon qui n'avait jamais posé aucun problème d'ailleurs, qui était plutôt très brillant, très cultivé, très sociable, qui avait des amis. Et puis, non seulement il a commencé à avoir des diminutions de ses activités et de ses amis, quoi, mais en plus, il avait du mal à se lever le matin. Parfois, il avait du mal à se décider à aller à l'école. Et en fait, il fumait un joint au moins avant de partir, qui était la seule manière de sortir de sa chambre, vraiment. Donc, ils habitaient dans un petit appartement tous les deux. Forcément, la maman, elle a senti l'odeur. Mais bon, déjà, au début, elle avait beaucoup de mal à se dire que ce garçon parfait, parce qu'il était un garçon parfait, tellement c'était vraiment un gentil garçon, si j'ose dire. Tout d'un coup, il se mettait à fumer comme si c'était une transgression. Ça l'est, puisque c'est interdit, mais c'est à cet âge et sous cette forme, c'était derrière la transgression, il y avait surtout, il s'enfonçait dans une dépression et il essayait en fait d'utiliser les moyens. C'est comme s'il se médiquait tout seul, quoi. Hein. Il essayait de diminuer sa douleur en faisant comme ça. C'était une manière de se stimuler, bon, qui marche pas au long cours, mais et disons qu'il tentait de faire comme ça. Et donc la maman, elle avait pas forcément, du fait du cannabis, elle voyait pas forcément la souffrance sous-jacente parce que ce cannabis prend toute la place. Mais donc du coup, je demande à la maman, vous n'avez pas parlé avec votre fils, parce qu'en fait, quand il est arrivé, ça faisait au moins 1 an et demi qu'il fumait au moins un le matin et 2 le soir. Donc il y avait déjà l'argent pour l'acheter, et puis l'odeur, et puis tout ça. Et et la maman dit oui, mais chaque fois que je voulais lui en parler, d'abord j'ai tardé à le reconnaître, puis quand j'ai voulu lui en parler, c'était toujours dans des moments où j'étais très, très inquiète moi-même. Et ça dégénérait, quoi, ça explosait. Et donc oui, effectivement, dans cette situation, il faut attendre un moment où l'ado c'est ni le matin ni le soir, et pas dans une situation où il devrait partir à l'école et où on va l'engueuler, mais dans un moment, dans le week-end, dans un moment un peu tranquille. Et soit l'inviter à aller manger, soit lui faire un plat qu'il aime, enfin, que sais-je, mais disons, créer les conditions d'une discussion sur une base plus symétrique et plus tranquille, plus agréable. Parce que c'est vrai qu'à nous, ils nous le disent facilement, encore une fois. Jamais ils nous mentent. Hein. S'ils fument, ils fument. Hein. Quelle que soit la chose qu'ils fument, ils vont nous dire, mais ils savent qu'à nous, ça ne nous fait pas le même effet. Hein. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut créer les conditions pour à la fois donc observer, ne pas dénier, discuter, et puis ensuite décider ensemble une manière de faire. Donc on parle du repérage de la souffrance, et cette souffrance, au cours des dernières années, est-ce que tu as remarqué qu'elle prenait des formes nouvelles, avec l'émergence de nouveaux tableaux pathologiques, de nouveaux symptômes qui n'existaient pas auparavant ? Disons que bon, il y a les fondamentaux sont toujours là, les expressions de la souffrance que j'ai déjà décrites existent toujours. On voit apparaître quand même des nouvelles tendances comme ça, mais surtout à l'adolescence en fait. Alors à l'adolescence, parce que je pense que les adolescents sont très sensibles à la société et au paradoxe aussi de la société. Donc, du coup, ils expriment en utilisant, presque en caricaturant un peu ce qu'on attend d'eux, quoi. Par exemple, je vois 2 tendances comme ça un petit peu nouvelles en tout cas en intensité ou en forme, pour prendre des exemples un peu différents. L'anorexie qui a toujours existé à l'adolescence depuis longtemps, donc des troubles du comportement alimentaire restrictifs, on ne mange plus. Il y a aussi la boulimie qui est une autre version, mais là je parle de l'anorexie.
On voit des tendances un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'avant, c'était réservé aux filles qui étaient adolescentes et qui avaient déjà des transformations claires pubertaires du corps, des seins, des fesses, voilà, de l'ensemble du corps. Et donc, c'était des adolescentes qui étaient déjà entrées dans l'adolescence et qui refusaient ou qui ne pouvaient pas supporter ce corps adolescent et puis le regard des adultes sur ce corps adolescent. Et donc ça, c'était la forme typique quand moi j'ai commencé il y a une trentaine d'années. C'était l'anorexie de la jeune fille adolescente. Et comme dans les livres, c'était décrit comme ça. Puis maintenant, ce tableau est très, très, très diversifié. Peut-être qu'il est même minoritaire, ce tableau, parce que maintenant, d'abord, il y en a aussi chez les garçons, parce qu'il y en avait très peu avant. Alors ça reste minoritaire, mais c'est quand même de l'ordre de 10%. Bon. Ensuite, ça commence très jeune, c'est l'anorexie prépubère. Donc, avant même d'avoir expérimenté la puberté, avant même d'avoir expérimenté les changements corporels, les changements psychiques, avec des conséquences très, très, très différentes sur le corps des jeunes filles, à la fois des conséquences somatiques et psychiques. Mais somatiques, par exemple, ça arrive, vous êtes toute petite, vous mesurez, je ne sais pas, 1 mètre 50, ben, vous allez rester à 1,50 m parce que en fait, il n'y a pas eu la poussée pubertaire que vous ne ferez pas parce que vous êtes anorexique. Et puis après, si ça tarde trop, si l'anorexie se prolonge trop, bah, vous resterez petite, quoi. Et avec donc des conséquences très importantes parce que ce n'est pas que la taille, c'est aussi... par exemple, l'ostéoporose, hein, des adolescentes qui sont toutes petites et puis qui se cassent tous les os. Tout se casse, les mains, tous les os peuvent se casser parce qu'il manque de minéralisation de calcium. Donc, des conséquences somatiques très importantes, gynéco et tout ça, en plus des conséquences psychiques qu'il peut y avoir. Donc, vous voyez, tu vois, l'anorexie, elle prend 1000 visages. Déjà que dans l'anorexie, on pense qu'il y a des composantes très diverses, y compris génétiques et puis psychiques, bien sûr, mais aussi peut-être d'autres caractéristiques. Mais là, on a l'impression que le spectre de l'anorexie s'ouvre et que donc on est dans des maladies presque très différentes les unes des autres. Donc ça, c'est pour l'anorexie. Et l'autre exemple que je voulais prendre, toujours à l'adolescence, c'est les phobies scolaires, ce qu'on appelle les phobies scolaires en France, mais qu'on appelle partout dans le monde plutôt de refus scolaire anxieux. Déjà, on se dit pourquoi nous, on l'appelle différemment des autres. Alors déjà, on est un pays où il y en a beaucoup. Et donc, même en Europe, hein, je ne parle même pas du Japon. Donc, beaucoup. Une augmentation un peu épidémique qui touche, pareil, les filles, les garçons, les plus jeunes. Tout le monde est touché. Donc, oui, c'est vraiment une forme... alors, c'est plurifactoriel, hein, parce que c'est aussi bien des choses de l'école, les rapports au savoir, le rapport aux enseignants, le rapport aux adultes, le rapport aux pères, aux autres enfants. Des choses par exemple du harcèlement qui peut se passer sur le trajet, ou ça peut être aussi des choses de la maison. On n'a pas envie de quitter la maison, on a peur de quitter la maison, donc on reste tranquille à la maison et on veut tout apprendre à l'intérieur de la maison. On craint que le Covid augmente les phobies scolaires, en fait, parce qu'on voit des situations comme ça où les enfants, les ados se sont installés à la maison, mais déjà qu'il y en avait beaucoup. Alors là, l'extérieur, menaçant, quoi, l'extérieur. Mais ça, pourquoi il y a une telle augmentation, pourquoi en France, donc tous ces éléments-là, quoi, sont des éléments qui jouent. On a parlé dans la première partie essentiellement des plus jeunes, et forcément les plus jeunes ont des parents qui peuvent se poser essentiellement beaucoup de questions aussi sur l'identité de parent, le rôle de parent. Et pour toi, aujourd'hui, être parent, ça veut dire quoi ? Alors, être parent, moi, j'y consacre des livres entiers, dont le dernier, là, parce que
c'est une question importante. Être parent, c'est difficile, hein. Dans mon dernier livre, enfin, dans le titre, hein, c'est 50 questions sur les bébés, les enfants et les adolescents. Comment devenir des parents ordinaires ici et dans le monde. Alors, pourquoi je parle de cette question des parents ordinaires? Parce que c'est difficile d'être parent, hein. Et l'enjeu, c'est pas d'être des parents géniaux, des super-héros, où il n'y a pas non plus un seul modèle. Donc ça, c'est un autre élément. Et donc du coup, l'enjeu, c'est de trouver les compétences en soi et autour de soi pour être des parents. Alors Winnicott disait suffisamment bons, mais c'est un peu jargonnant. Donc c'est pour ça, enfin jargonnant au sens de, il faut repasser par le concept de Winnicott mais c'est en tout cas c'est cette idée quoi des parents qui s'ajustent aux enfants et avec le fait qu'aujourd'hui il n'y a pas un seul modèle. Même il y a plein de livres sur l'autorité, tout ça, mais pourquoi? Parce que c'est difficile, mais aussi parce que ça se décrète pas, quoi. C'est plutôt un ajustement avec nos enfants. Donc, moi, je trouve que c'est un processus assez complexe. Et puis, on est en France et dans le monde, mais en France aussi, dans un moment où les familles se modifient, hein. Finalement, dans certaines, par exemple à Paris, il y a plus de parents qui ont divorcé que de parents qui ont élevé leurs enfants enfin, enfin, les mêmes parents pendant toute la vie de l'enfant. Donc, donc ça veut dire qu'il y a des modèles familiaux qui changent, on réorganise. Il y a des nouvelles familles, entre guillemets, enfin des nouvelles manières de faire couple et de faire famille. Et avec parfois même des parents qui vont d'un endroit à l'autre. Les enfants restent dans la même maison et c'est le père et la mère qui viennent en alternance. Enfin, c'est vraiment c'est une sorte des constellations. On invente des familles où il y a plusieurs mères, plusieurs pères, comme les familles élargies africaines. Et donc, voilà, il faut être parent dans ces constellations. C'est pour ça que c'est pour moi, faut à la fois faire confiance aux parents et puis aussi les soutenir, quoi. Et tu parlais justement du concept de parents suffisamment bons, pour reprendre Winnicott. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce que ça veut dire concrètement? Alors, pour Winnicott, et après je dirais comment moi je l'entends, mais pour Winnicott, c'est l'idée que les parents doivent apporter à l'enfant les choses dont il a besoin, mais ni trop, ni trop vite, ni trop fort, d'une certaine façon. C'est-à-dire que euh, ça, c'est un concept important chez Winnicott. L'enfant, au début, il a besoin, il est dépendant des soins maternels et des soins parentaux. Et donc, il est dans une sorte de dépendance. Et puis, la bulle va s'ouvrir et progressivement. Et donc, le rôle des parents, c'est, par exemple, sur la nourriture, de leur d'apporter à l'enfant de la nourriture adaptée, mais pas tout le temps, parce que sinon il va tomber malade, il va devenir obèse, il va tomber malade, et de manière à ce que ça lui fasse du bien et puis qu'il puisse faire autre chose, enfin que son fonctionnement psychique soit occupé par autre chose. Et pareil pour tout, quoi, pour la protection, le sommeil. Donc suffisamment bon, c'est pour ça qu'il dit suffisamment bon, c'est-à-dire que ça va apporter quelque chose de nécessaire à l'enfant, mais à une dose adaptée et pas en continu, en ouvrant progressivement le monde pour que l'enfant il puisse lui-même, une fois qu'on lui a présenté le monde, faire sa vie et construire un monde meilleur que celui qu'on lui a légué. Dit Winnicott, il dit que ça c'est le but de toute psychothérapie, c'est d'aider les enfants à construire un monde meilleur que celui que les adultes ont légué aux enfants. Et donc c'est important cette notion de suffisamment bon parce que c'est une sorte d'ajustement à l'enfant et d'un rythme qui dépend. Hein. On n'est pas les mêmes parents avec un bébé, un enfant, un ado. Mais comme souvent, pour comprendre cette expression, il faut repasser par toute cette notion de développement de l'enfant. Moi, j'utilise d'être des parents ordinaires pour ne pas non plus
imaginer qu'on est ni très bon ni très mauvais. On est des parents. Les bons parents, c'est les parents qui sont adaptés à l'enfant. Et justement, être enfant aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ah bah alors là, être enfant aujourd'hui, c'est Michael, la question, c'est vrai que ça change, je pense, en fonction du temps, à la fois l'expérience, des enfants, comment ils expérimentent leur enfance et leur adolescence, mais aussi la manière dont on les voit, les représentations collectives qu'on a. Et c'est important parce qu'en fonction de ces représentations, on va se comporter différemment et on va apprendre, aux enfants à l'école de manière différente et on va ensuite les soigner si besoin de manière différente. Donc, c'est pas des questions théoriques en réalité, c'est vraiment des expériences, enfin, c'est des questions, très pragmatiques. Ce que je voulais dire sur l'expérience enfantine et adolescente d'ailleurs, c'est que, c'est radicalement différent de l'adulte. C'est-à-dire que et ça, il y a plusieurs travaux qui ont montré ça, c'est que on parle beaucoup, surtout en psychanalyse, du fait qu'on oublie, la toute petite enfance, l'amnésie, infantile. Mais, moi je crois, enfin je suis pas la seule, nous croyons souvent que aussi que, qu'en fait on oublie son adolescence, quoi. C'est-à-dire qu'être enfant, être adolescent, c'est tellement différent d'être, adulte que pour passer à l'âge adulte, au fond, il y a une sorte d'amnésie globale et que en général, ça par contre, c'est des études américaines et eux qui ils font des enfin, ils expérimentent tout. Ils avaient par exemple, ils avaient cherché à savoir, qui était le meilleur, qui se souvenait objectivement le mieux de l'adolescence des parents. Est-ce que c'était les parents eux-mêmes qui pouvaient raconter leur adolescence? Est-ce que c'était les grands-parents? Ou est-ce que c'était des professionnels, enseignants, par exemple, qui avaient connu, les parents ados? Et en fait, si on regarde dans ces 3 catégories, les plus mauvais, c'est les parents eux-mêmes. C'est-à-dire si vous me demandez à moi, qui suis parent, de vous raconter mon adolescence, enfin globalement, hein, dans l'étude, je vais soit, l'embellir, ou dire: «Ah ben moi j'étais une adolescente, romantique, géniale, cultivée» et cetera. Soit, dire: «J'étais rebelle, machin, machin», alors que vraisemblablement j'étais ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que c'est là où on dit qu'il y a une amnésie, de l'adolescence parce qu'on est très mauvais juge. On réécrit son adolescence sans aucun problème et puis en plus on n'a pas envie de la raconter à ses enfants, et quand on la raconte, on la transforme. Les grands-parents font un peu mieux et les enseignants font mieux aussi, mais ils racontent pas forcément tout à fait les mêmes choses parce qu'ils n'ont pas vu tout à fait les mêmes choses. Mais les parents, c'est des très, très mauvais indicateurs. Tout ça pour dire que pourquoi? Parce que sans doute on l'a oublié, mais aussi en partie, parce que, on n'a pas très envie de la transmettre. Il y a peut-être encore un autre élément, c'est, une fois qu'on a quitté l'adolescence et en particulier quand nos enfants deviennent adolescents, c'est-à-dire que nous, on commence à vieillir et puis qu'on va passer du côté bientôt des grands-parents, en tous les cas de ceux qui sont susceptibles enfin qui ne peuvent plus avoir d'enfants, et qui sont susceptibles de passer la main à la génération d'après. C'est un deuil ça pour les parents. C'est pas une bonne période, c'est pas et en fait, à ce moment-là, souvent cette génération, elle développe une sorte de fascination pour l'adolescence, hein, heu, qui est pas, parce que tout le monde sait que l'adolescence, c'est pas que du bonheur, hein, et vous savez cette fameuse phrase: «Je ne laisserai personne dire que l'adolescence est le plus bel âge», enfin je la cite mal, mais c'est cette idée qu'il y a qu'après qu'on va dire que l'adolescence est géniale, mais quand on y est, on a de tout. On a de tout et on a aussi des moments, des questions existentielles, des doutes, éventuellement l'idée que c'est franchement, on a envie de passer à autre chose ou de revenir à l'enfance, hein. Alors tu as dit que les parents ont souvent, un peu des réticences à transmettre, l'histoire de leur adolescence. En revanche, il y a quelque chose qu'ils transmettent, de manière assez, finalement assez large. Ce sont des légendes, des mythes, des croyances comme, la petite souris, le Père Noël, toutes ces légendes qu'on fait croire aux enfants. Quel est le rôle
de ses croyances dans le développement de l'enfant. Oui, oui, alors ça, c'est vrai que c'est parmi les questions que les parents se posent ou m'ont posées pour les chroniques là, que j'ai publiées. Euh, et elles revenaient régulièrement. Et je vois que les adolescents eux-mêmes se posent cette question. Pourquoi, en fait, on ment aux enfants? Pourquoi on leur raconte des choses qu'ils croient, qu'ils croient un certain temps, mais souvent moins longtemps qu'on l'imagine, sur la petite souris ou sur le Père Noël ou des choses comme ça. Alors, en fait, c'est une question difficile. Je crois officiellement, si j'ose dire, on ment pour embellir, pour rendre, transformer des choses de manière féerique, parce qu'on pense que ça va faire plaisir aux enfants. Par exemple, la petite souris, les enfants vont être contents de trouver quelque chose quand ils auront perdu leurs dents. Mais on est d'accord qu'on pourrait faire bien. D'ailleurs, dans le monde, il y a plein de manières différentes par rapport à ça. Par rapport aux dents, par exemple, que les enfants perdent, il y a tout, ça va de aucun intérêt à on invente des histoires où on donne plein d'argent. En tout cas, je pense que moi je dirais que c'est la marque de la nostalgie des parents, hein, quelque chose comme ça. Et ceux qui nous écoutent savent peut-être que Lévi-Strauss, donc un grand anthropologue, il a beaucoup étudié le Père Noël. Comme si c'était quelque chose un mythe fondateur en fait, mais un mythe fondateur de dons, d'enfance aussi, de féerie. Et je crois que c'est ça, quoi. On répète inlassablement des choses dont on pense que ça va faire du bien aux enfants. Et finalement, les enfants, comment est-ce qu'ils finissent par comprendre que ce n'est pas la réalité et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact psychologique sur eux? Alors, ils comprennent, que c'est pas la réalité parce que souvent c'est des grosses ficelles, hein, quand même. Donc, ils réfléchissent quand même les enfants. Et ça correspond pas finalement à leur connaissance de la réalité. Mais c'est aussi les petits camarades, c'est ceux qui sont juste au-dessus, qui eux ont découvert le poteau rose et qui vont aussi aider les autres. Donc il y a toute une série comme ça de confrontations à une réalité qui fait que ça tient pas longtemps, hein. Mais même si parfois ils continuent à faire croire aux parents qu'ils y croient parce qu'ils aiment bien les bénéfices secondaires, avoir des cadeaux à telle heure, tel moment, etc. Bon voilà, c'est sympa. Alors, est-ce que ça fait du mal aux enfants? Moi, je crois pas. Je crois pas. Pourquoi? Parce que c'est collectif. C'est pas qu'on a voulu berner, qu'on a voulu ridiculiser un enfant. C'est pas ça. C'est quelque chose où que la culture, le groupe prescrit que l'on le fasse. Par exemple, dans le bassin méditerranéen, aux anniversaires des enfants, on leur tire les oreilles. Il faut le faire assez directement, hein, pas. On tire bien les oreilles. Évidemment, il ne faut pas faire mal, mais enfin, il y a une petite notion de. Quand même, on met en scène une petite douleur, puisqu'on tire les oreilles du nombre de l'âge de l'enfant. Il a 5 ans, on lui tire 5 fois. On va le réveiller en lui tirant les oreilles. Bon. Il y a plein de variantes, hein, de ce petit rituel. Donc, évidemment, si je le fais alors que l'enfant sait que c'est comme ça, qu'évidemment ça fait pas mal, qu'en même temps j'applaudis, qu'il sait qu'après il va y avoir la fête, machin, tout ça, le gâteau, les bougies, bon, tout ça, ça va ensemble. À ce moment-là, c'est plutôt un signe, tiens, que les parents, ils ont pas oublié, bien sûr, et puis c'est important. Si ça n'existe pas et que je vais tirer les oreilles le jour de son anniversaire à mon enfant, évidemment que là, c'est un acte individuel, et même si je lui fais pas très mal, je lui fais mal, parce que je suis en train de lui tirer le lobe de l'oreille
comme ça, je ne sais pas pour quelle raison, ça n'a pas de sens. Donc, et c'est presque de la maltraitance, enfin, où ça ressemble. Des fois, surtout adolescents, ils s'en plaignent, ils disent, mais c'est quoi cette histoire de comment on traite les enfants? Enfin, il peut y avoir des moments comme ça où on s'interroge sur pourquoi on ment aux enfants, quoi. Et dans la lignée de ces mythes et légendes qu'on fait croire, il y a aussi celles qu'on peut comprendre, comme tu l'as dit, pour embellir un peu les choses, notamment des choses difficiles, comme par exemple le fait qu'une personne décédée partirait rejoindre les étoiles du ciel nocturne. Mais au final, est-ce que les enfants ont réellement une compréhension de la mort? Alors, ça, c'est une question vraiment qui est posée depuis longtemps, en fait. Et moi, j'avais une certaine idée, disons l'idée qu'il y a dans les livres, que les enfants, il faut attendre 5-6 ans pour que les enfants perçoivent le caractère irrémédiable, durable de la mort. Parce que c'est ça qui fait la mort, parce que sinon vous êtes parti en voyage, vous êtes dans les étoiles, vous allez revenir, etc. Donc ça, c'est pas la mort, c'est la disparition, mais vous réapparaissez. C'est d'ailleurs ce qu'on leur dit pour atténuer parfois la douleur. Mais ce côté irrémédiable, chez nous en France, il apparaît, sauf si, voilà, ce que moi j'ai appris et que j'ai constaté sur les terrains, parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec Médecins sans frontières dans les terrains de guerre. Si vous êtes dans un milieu où vous avez été confronté à la mort très tôt, en fait, beaucoup plus tôt que ça, les enfants, ils comprennent qu'il ne reviendra jamais, quoi. Moi, j'ai vu des enfants de 3 ans au cœur de la guerre pleurer parce qu'ils savaient, ils avaient compris, quoi, que non, c'était pas l'étoile, c'était le noir, quoi. Il n'y aurait plus rien, hein. Donc, et pareil, si un enfant, période de Covid ou dans d'autres périodes, pour des raisons familiales, a été confronté tôt, mais il va plus tôt que les autres, il va percevoir ce caractère irrémédiable. Et donc, c'est vrai que la question qui se pose, c'est que, par exemple, un enfant, si quelqu'un meurt, est-ce qu'il faut qu'il aille à l'enterrement ou à l'incinération ou pas? Alors, les familles font comme elles veulent, hein, ça. Mais globalement, on peut dire qu'un enfant, il faut l'associer à tous ces moments-là parce que c'est comme ça qu'il se construit son idée, quoi. Et finalement, inversement, comment est-ce qu'une famille peut, entre guillemets, survivre au décès d'un enfant? Alors ça, c'est une des choses les plus difficiles que je connaisse, je crois. Survivre au décès d'un enfant, c'est vraiment un grand malheur et c'est décrit dans plein d'endroits comme un paradigme de malheur. Et même dans les endroits où les enfants, la mortalité infantile est plus élevée qu'en France, moi j'ai remarqué que les familles s'habituent pas du tout et que les mères en particulier, des fois il y a une sorte de répartition des rôles, quoi. Les pères disent ah ben voilà, il faut accepter la mort de l'enfant et les mères pleurent à chaque fois comme des pleureuses, quoi. Elles pleurent beaucoup beaucoup parce que parce qu'elles ont le droit de pleurer, c'est le rituel, mais aussi parce que elles vont pas bien, quoi. Et donc oui. Mais par contre, il y a des rituels très différents, hein, à l'égard et en particulier à l'égard de la mort d'un enfant. Il y a des endroits où les femmes sont exclues du rituel, ce qui est très difficile. C'est la manière que la société a trouvée pour adoucir. Les femmes restent entre elles, les hommes partent enterrer. Bien sûr, c'est pas la nôtre et je recommande que chez nous, tout le monde puisse être ensemble, y compris les enfants. Mais voilà, il y a dans certaines sociétés, c'est cette manière-là. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, la confrontation au corps de l'enfant n'est pas du tout non plus n'est pas préconisée. Et quand ces mamans sont ici en France et qu'elles le perdent à la maternité, par exemple, ici en France, on a tendance à montrer le corps des enfants aux parents et donc aux mères, et certaines mères ne veulent pas. Donc il faut vraiment leur demander, quoi, parce que sinon, on les retraumatise, hein. C'est fait pour ça, les rituels. C'est pour pas augmenter encore la douleur de la perte.
Donc on a parlé des parents, des enfants. Il reste l'âge intermédiaire qui est celui de l'adolescence et avec une manifestation qui est assez fréquente et souvent spectaculaire, qui est la crise d'adolescence. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette crise d'adolescence, elle est universelle? Est-ce que tout le monde la connaît à un moment ou à un autre? Finalement, quel est son rôle aussi dans le développement de l'individu? Ah, ça, ça fait partie des questions que des grands anthropologues se sont posées. Je pense à Françoise Héritier. Elle a écrit un très beau texte que nous avons publié dans la revue L'Autre. Et on a même publié un texte de Cristina Figueiredo, qui est une anthropologue qui travaille aussi beaucoup sur l'enfance et l'adolescence, qui a commenté la position de Françoise Héritier. Et donc, si je commence par la fin, non. La crise d'adolescence n'est pas universelle, même pas chez nous d'ailleurs. Hein. Chez nous, elle est fréquente. Mais tu le sais, on peut ne pas faire de crise d'adolescence et c'est pas grave. Parce que des fois, on me dit: ah oui, mais si on la fait pas, ça sera peut-être plus grave si on la fait à 30 ans, 40 ans. Non, si on fait quelque chose à 30 ans, 40 ans, ce sera autre chose. Ce sera sans doute pas la crise d'adolescence. Et en tout cas, c'est pas parce qu'on l'a fait ou on l'a pas fait que ça enlèvera quoi que ce soit à la crise du 40 ans, quoi. C'est voilà, dans la construction identitaire, dans la séparation d'avec les parents, ben, on n'a peut-être pas besoin de s'opposer aux parents, mais il y a des adolescents, la crise d'adolescence, elle est interminable, hein, 25 ans sans problème, hein, et elle a commencé à 11 ans, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être long chez nous. Déjà, Freud parlait d'adolescence non terminée, interminable. Alors là, mais aujourd'hui, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Elle est très longue, très très longue, pour des raisons d'organisation de la vie et de l'autonomie aussi de ces jeunes gens, hein, qui font. Donc, chez nous, elle n'est pas universelle. On peut la faire en silence aussi, que personne la voit quasiment. On peut ne pas la faire, mais ça ne change rien au fait qu'on a fait notre adolescence. Donc, si on regarde comment ça se passe, aussi bien dans l'histoire que dans la géographie, ben, on se rend compte que ce qui est universel, c'est le passage entre enfant et adulte. Voilà, ça, c'est universel. À un moment, vous êtes enfant, à un moment, vous êtes adulte. Mais combien de temps ça dure, ça? Ben alors ça, c'est très variable. Il y a plein d'endroits où on passe de l'un à l'autre. Ça nous choque, nous. Parce que nous, on dit, voilà, on est soit enfant, on est enfant, adolescent ou adulte. Il y a des endroits où on est soit enfant, soit adulte. Donc, si on considère qu'on est adulte quasiment à la puberté, ben, on est adulte à la puberté. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, que les jeunes filles sont prêtes pour se marier, pour avoir des enfants. Pas du tout. Mais n'empêche qu'elles sont considérées comme adultes, quoi. Adultes au sens elles ne sont plus dans le monde de l'enfance, mais elles ne sont pas dans quelque chose d'intermédiaire. En plus, on va s'opposer à ses parents, tout ça, ça dépend comment on se construit dans cette société-là. Donc, un processus de transformation, mais plus ou moins rapide, un processus de passage, mais plus ou moins long, pas forcément des crises, mais des étapes. Ou des rituels, ou des manières de s'appuyer sur la génération d'avant, qui font que, non, on est vraiment... Le passage est universel, mais pas la crise d'adolescence, telle que nous, on l'a décrit, qui est liée à la manière dont on voit les adolescents, et à ce à quoi on s'attend. Nous, ça ne nous surprend pas qu'un adolescent soit un peu respectueux, claque des portes, ou fasse des choses comme ça. Donc, d'une certaine façon, il y a une attente par rapport à ça. Alors, tu as dit dans la première partie de l'émission que la crise du Covid a révélé certains manques de moyens, notamment dans le service de pédopsychiatrie dans lequel tu travailles, avec une demande qui a beaucoup de mal à trouver une réponse. De manière plus générale, selon toi, quel est l'état actuel de la pédopsychiatrie en France? Alors, on parle régulièrement de crise, hein, de la pédopsychiatrie. Bon, je crois quand même que c'est un mot possible, mais comme toute crise, il y a aussi des éléments positifs, quoi. Mais les éléments négatifs, c'est le manque de moyens, vraiment, vraiment, le manque
d'universitaires pour former les pédopsychiatres, les futurs pédopsychiatres, hein. Il y a des régions entières où il n'y a pas d'universitaires de pédopsychiatrie. Il y a vraiment des structures insuffisantes, donc une nécessité parfois, par exemple, alors qu'on devrait voir les enfants toutes les semaines et on ne peut pas, donc on les voit tous les 15 jours, voire tous les mois, ce qui est une ineptie à cette période. Donc ça met parfois en colère les professionnels parce que c'est pas que les pédopsychiatres, hein, c'est aussi les infirmières, les éducateurs. C'est très pluridisciplinaire la pédopsychiatrie, donc c'est tout le monde de la pédopsychiatrie. Il y a, à mon sens, un excès de protocole. On voudrait tout protocoliser sur les enfants, c'est vraiment excessif. Donc les moyens et puis une sorte d'organisation un peu rigide qui ne permet pas toujours de s'adapter aux besoins et aux enfants. Moi, je trouve aussi, parce que c'est une de mes spécialités, que il y a des enfants qui n'ont pas assez accès à la pédopsychiatrie, comme par exemple les enfants de migrants ou les enfants de familles socialement défavorisées. Et donc, tout ça, c'est quand même des problèmes, quoi. Mais je vois quand même dans cette période difficile, je vois quand même comment la prise de conscience de l'importance de la pédopsychiatrie pour la société, pour les familles, pour les enfants, des vocations, des envies, des engagements, des belles recherches. Voilà, des choses qui se passent. Mais on a besoin aussi d'une sorte de... Oui, je pense que la pédopsychiatrie doit s'autonomiser de la psychiatrie, c'est-à-dire qu'elle doit être une discipline à part entière pour bien s'ajuster aux besoins des enfants. Et actuellement, dans le champ de la pédopsychiatrie, quelles sont les principales questions ouvertes? Ah, les questions, il y en a quand même beaucoup. Il y a des questions de comment on nomme ce qui arrive. Je vais prendre 2 exemples dont j'ai peut-être pas encore beaucoup parlé. Les troubles de l'attention et l'hyperactivité des enfants, il y a toujours des débats, quoi. Tu sais qu'en France, on en a, alors beaucoup moins qu'aux États-Unis, heureusement, mais aussi parce qu'on les médicalise moins, on leur donne moins de médicaments. C'est important comment on va nommer ces choses-là et ce qu'on va faire et toutes les ressources qu'on va utiliser pour s'occuper de ces enfants sans forcément leur donner à tous des médicaments. La psychomotricité, ça peut leur faire beaucoup de bien, des techniques corporelles, mais même parfois de s'occuper de ce qui les fait bouger comme ça, de ce qui les fait tourner. Donc, pourquoi ils sont comme ça et pas seulement comment ils sont. Donc, moi, je trouve qu'il y a des débats intéressants mais importants hein, autour de ça. Le deuxième débat un peu théorique, mais quand même qui est important, c'est est-ce que la catégorie dépression de l'adolescent est une catégorie en soi ou est-ce que, en fait, on met sous le même mot des tas de choses très différentes? Le dernier débat que j'ai déjà d'ailleurs un tout petit peu souligné là, qui est l'accès de tous les enfants, quels qu'ils soient, tous les parents à la pédopsychiatrie. Et ça, moi, je pense qu'on est loin hein, d'avoir une égalité de traitement de tous les enfants. Or, avec les conséquences que ça a par rapport à l'école, à la vie, au bonheur et tout ça, c'est important. Donc là, il y a un enjeu de société. Et d'un point de vue plus personnel, est-ce que tu peux nous parler de tes projets de recherche et des projets que tu as pour la Maison de Solène pour les mois à venir? Alors, j'ai un grand projet de recherche en ce moment qu'on appelle PHRC, donc ça veut dire un programme hospitalier de recherche clinique que je fais donc dans le cadre de la PHP et de l'INSERM, qui est un projet sur l'ensemble de la France et qui est de démontrer l'efficacité des prises en charge de psychiatrie transculturelle pour tous les enfants, donc des enfants de migrants ou les enfants qui migrent, et de le faire sur le mode d'un essai de médicaments. C'est-à-dire que c'est pour les enfants déprimés. Donc on regarde si les thérapies transculturelles sont plus efficaces que les thérapies habituelles que l'on fait pour les enfants, quel que soit le traitement habituel. Médicaments, thérapie individuelle, thérapie familiale, tout. Et nous, on veut démontrer
que la thérapie transculturelle, elle est beaucoup plus efficace, donc thérapie qui prend en charge toutes les composantes de la famille, qui prend en charge toute la famille dans la langue de la famille et avec un groupe de thérapeutes. C'est ça la thérapie transculturelle. Et donc, l'enfant, lorsqu'il est suivi pour dépression et qu'on nous demande une thérapie transculturelle, on va faire un tirage au sort. Et soit donc il est tiré dans le bras, comme on dit, traité. Donc à ce moment-là, on va le traiter, nous, en plus de son traitement habituel. Et sinon, s'il est dans le groupe contrôle, il va rester sur une liste d'attente pendant plusieurs mois avec son traitement habituel. Et donc, du coup, on va démontrer comme ça, je l'espère, en tout cas c'est la recherche, on va démontrer que la thérapie transculturelle, c'est plus efficace que n'importe quelle autre thérapie. Bon. Mais ça n'a jamais été fait, parce que c'est très difficile pour les thérapies, parce qu'il faut des grands nombres, il faut trouver une manière. Là, c'est parce que c'est une thérapie de deuxième intention, donc on peut montrer que ça marche mieux que la première intention. Mais voilà, d'habitude, c'est pour les médicaments, c'est très difficile à faire pour les thérapies. Il faut un modèle, comme on dit, bayésien, donc pour avoir avoir un peu moins de thérapie, parce que c'est des thérapies qui durent aussi plusieurs mois. Donc, c'est un bel enjeu pour nous, pour donc enfants, adolescents. Hein. Sinon, on a des études très intéressantes, toujours dans le transculturel. On en a une autre qui est très intéressante sur les troubles du comportement alimentaire chez les enfants de migrants. Donc, ça, c'est un sujet important pour nous. Et puis après, on a des thérapies des recherches, sur l'obésité à l'adolescence, par exemple, ou un sujet, on a un nouveau groupe de recherche là qui travaille sur les violences sexuelles à l'adolescence, les effets sur les adolescents, mais aussi comment on peut minimiser les conséquences pour les enfants et les adolescents, et y compris comment on dévoile ou pourquoi on dévoile pas. Donc ça, c'est tout un nouvel axe de recherche sur les violences sexuelles faites aux adolescents. Et si tu avais un message à porter aujourd'hui sur la pédopsychiatrie, sur la santé mentale, sur la psychiatrie, sur la crise qu'elle est en train de connaître, qu'elle connaît depuis plusieurs années, ce serait quoi ce message d'espoir ? Alors moi, mon message, d'ailleurs, j'espère qu'on l'a entendu jusqu'à présent, c'est que la pédopsychiatrie, c'est un engagement de la société, en fait, pour la cause des enfants, pour aujourd'hui et pour demain, la cause des bébés, des enfants, des adolescents, et qu'on a tout à gagner, quoi. On a à y gagner parce qu'on sera une société plus solidaire, plus généreuse. On a aussi à y gagner parce que les adultes demain seront plus heureux. On a tout à y gagner parce que moins de souffrance pour les enfants, c'est un critère pour moi d'une société qui se porte bien. Parce elle fait en sorte que les plus vulnérables souffrent le moins possible ou pas du tout. Et donc, c'est un message presque politique, je dirais, d'engagement, parce que la pédopsychiatrie, c'est trop sérieux pour être laissé qu'aux pédopsychiatres. Hein. Ça appartient à tous, aux parents, aux professionnels, aux associations, aux curieux. Et moi, je trouve que c'est pas pris assez au sérieux comme un objet politique, justement, comme un engagement politique. Donc, mon message, il serait de donner à la pédopsychiatrie les moyens dont elle a besoin, mais parce que c'est un objet politique, parce que c'est un engagement politique. Dans cette émission, on a à cœur de porter le message sur la santé mentale au plus grand nombre, en des termes compréhensibles, avec un format accessible. Et il y a une question que je me pose, c'est finalement, là on parle essentiellement des personnes qui sont adultes, mais si demain on a envie de parler de santé mentale à un enfant, on s'y prend comment ? On peut, hein. Dans un de mes derniers livres, là, La famille quand ça va pas, c'est un livre pour enfants.
Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je l'ai beaucoup testé avec les enfants et les adolescents. Ça marche bien. Mais il faut faire à hauteur d'enfant, c'est-à-dire que faut faire sérieusement, hein, parce que sur des sujets comme ça, la famille, la souffrance, la jalousie, tout ce qu'on peut vivre, les enfants, ils deviennent vite sérieux, hein. D'ailleurs, de temps en temps, si je faisais des blagues, ils trouvaient que mes blagues n'étaient pas toujours très bonnes parce que c'était sérieux. Ils voulaient aller jusqu'au bout de leur idée. Donc, là, on l'a fait clairement en s'adressant aux adultes et aux parents. On pourrait refaire le même exercice en s'adressant aux enfants. Ça serait sans doute un peu plus difficile parce qu'il faut faire attention, il faut s'interroger. Parce que des fois, c'est un peu facile. Je le fais aussi. Je prends le mot technique et hop. Mais avec un enfant, on ne peut pas faire ça. Il faut dire qu'est-ce que je mets dans ce mot technique. Donc, c'est pour ça que ça demande finalement un petit effort. Mais c'est toujours très gratifiant de le faire, je trouve. Et les enfants, ils percutent 5 sur 5, quoi. Bien, merci beaucoup Marie-Rose d'avoir participé à cette émission et merci beaucoup pour ton engagement pour la santé de l'enfant, pour la santé mentale, transculturelle, pour ton engagement auprès des migrants, des personnes migrantes. On ne peut que te remercier pour tout ce que tu fais au quotidien et je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation. Moi, Michael, je te remercie et je suis contente d'être écoutée par des gens curieux, intéressés. Merci. Vous venez d'écouter Les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. La musique a été composée par Alex Rocher, les illustrations sont de Manon Combe. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous écrire à podcast@placedesciences.fr. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans un témoignage ou ressentez un mal-être psychique et avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous rapprocher des associations de patients. Des ressources sont également disponibles sur notre site placedesciences.fr. Merci encore et à très bientôt.